Nous allons passer maintenant à l'intervenante suivante. Donc, il s'agit de Madame Catherine Régis. Madame Régis est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de santé. Elle dirige le Hub Santé Politique, Organisation et droit de l'Université de Montréal et elle est la coprésidente du groupe de travail international sur l'IA responsable. Elle va nous entretenir de l'IA et cette fois-ci, on va passer au contexte universitaire. Professeur Régis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mylène. Bonjour à tous et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais aussi remercier Michel Stanton-Jean, ma complice des dernières années pour l'invitation, ainsi que le professeur Hervé. Alors, normalement, je parle beaucoup d'intelligence artificielle et dans le domaine de la santé, c'est un sujet qui m'intéresse plus particulièrement. Mais aujourd'hui, je voulais prendre une perspective un peu différente pour vraiment réfléchir avec vous sur l'université innovante. C'est quoi en fait la place des universités dans cet univers de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle et aussi plus particulièrement réfléchir à c'est quoi la place que les universités devraient jouer dans cet univers numérique. Et ces travaux qui m'intéressent en ce moment en combinaison de mes recherches sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est né entre autres d'un projet collaboratif qui est mené par l'Université de Montréal qui découle aussi de l'organisation qui s'appelle le U7+. En fait, le U7+, est une organisation de plus de 50 universités à travers le monde. C'est des universités qui, en fait, suivent généralement, en plus, c'est RIPA, qui suivent les G7. Donc, différents pays accueillent le sommet de l'Alliance U7+. Le dernier avait lieu aux États-Unis, avant ça avait lieu en France. Et lors de cette réunion du U7+, qui réunit non seulement plus de 50 d'universités à travers le monde, mais vraiment de différents pays, les présidents des universités réfléchissent aux priorités d'action pour les universités, puis comment la voix collective des universités peut peser, en fait, pour influer sur certains grands enjeux sociétaux. Puis, lors du premier sommet du U7+, la question de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, quel va être l'impact, puis comment les universités doivent se mobiliser finalement pour vraiment travailler à intégrer intelligemment, mais aussi jouer dans la scène internationale à cet égard-là pour vraiment avoir leur rôle d'influence, a été déterminé comme étant une priorité. Donc, l'Université de Montréal a décidé de prendre le leadership dans cette recommandation des présidents du U7+, puis avec 12 autres universités provenant de 5 pays. En fait, l'Université de Montréal s'est engagée à produire un papier de positionnement, un position paper, finalement, qui allait vraiment documenter les meilleures pratiques universitaires en innovation numérique, en IA responsable et aussi comment les universités pourraient se mobiliser. Donc, ce document-là qui est disponible, c'est le rapport qui s'appelle The Innovative University. Est disponible en ligne. Je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, mais c'est vraiment une réflexion sur cette position-là des universités, mais aussi ça intègre différentes pratiques à travers le monde, les universités, les meilleures pratiques, sans plus dire, ou les bonnes pratiques qui, entre autres, il y en a qui proviennent de la France, il y en a des États-Unis, il y en a du Canada, il y en a du Japon. Donc, ça peut vous donner une idée de ce qui a été tenté par les universités pour vraiment jouer le rôle qu'elles devraient jouer à cet égard. Donc, la grande question de ce rapport-là, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, mais aussi plus généralement de certaines questions qu'on pourrait continuer finalement de réfléchir. On se demandait en fait comment les universités peuvent jouer un rôle plus essentiel dans l'écosystème de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle, accroître leur capacité à soutenir le développement et l'utilisation responsable de ces technologies. Donc, il y a comme 3 choses. Jouer un rôle plus essentiel. Puis, la question qui me préoccupait quand je travaillais sur ce rapport, c'est quoi la place unique des universités et si unique il y a comme place dans le monde du numérique et de l'intelligence artificielle. Pourquoi on se posait cette question? C'est qu'on voyait aussi qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui interviennent sur cette scène, qui jouent le rôle que les universités jouaient traditionnellement, puis qu'ils le font très bien aussi. Il y a des organismes de recherche liés à des grandes entreprises, finalement, qui produisent la recherche de pointe, de qualité. Il y a aussi de la formation qui se fait finalement par des entreprises privées, par différents acteurs. Donc, ça nous amène à réfléchir, mais c'est quoi finalement la valeur ajoutée ou le rôle unique que l'université peut avoir? Et je pense que
une des réponses, même si le débat est encore ouvert, c'est quand même que l'université demeure un endroit où on peut bien mobiliser, où il y a des forces de frappe assez fortes, notamment en sciences humaines et sociales, et la capacité d'intégrer les sciences humaines et sociales avec ce qu'on appelle les STEM probablement un des atouts de l'université, mais aussi l'université demeure une actrice qui bénéficie encore du plus grand capital de confiance dans les institutions. Donc, comment, comme acteur détenant ce capital de confiance-là, les universités peuvent vraiment jouer un rôle unique et être à la hauteur, gouverner par l'exemple finalement dans cet univers-là pour répondre à cette réputation qui doit être maintenue, je crois. Aussi, accroître leur capacité à soutenir, donc donner des leviers supplémentaires aux universités et aussi comme je vous disais, le grand angle de ce rapport-là, comment ils peuvent favoriser le déploiement responsable ou plus généralement le développement et le déploiement responsable des technologies. Je pense que l'université doit être le lieu où on se dit pas l'innovation à tout prix, on n'a pas ce techno-solutionnisme, mais on vise l'innovation responsable qui est en certains cas à freiner, mais pour avoir des gains à plus long terme importants. On a défini l'innovation responsable dans ce rapport comme étant un processus transparent et itératif par lequel les acteurs sociétaux et les innovateurs deviennent mutuellement réactifs les uns aux autres en vue de l'acceptabilité éthique, de la durabilité et de la désirabilité sociale du processus d'innovation et de ses produits commercialisables. Donc, ça, vous trouverez la définition du rapport qui vient de von Schoenberg. Mais c'est une définition, mais il y en a d'autres, évidemment. L'innovation responsable, l'IA responsable, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, il y a différents angles. Puis, dans mes travaux au sein du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, sur le groupe d'IA responsable, en fait, on le définit beaucoup aussi en lien avec la capacité de l'IA de nous aider à atteindre les objectifs de développement durable. Donc, ça, c'est une autre façon de définir. Je pense que cette visée axée sur comment l'IA peut nous permettre d'atteindre ces objectifs de développement durable va être une vision qui va s'accroître au fil des années. Dans le premier rapport que nous avons produit récemment, il y avait 4 grands axes de recherche. Ces 4 axes de recherche, en fait, nous amenaient à décortiquer un peu les grandes missions de l'université. On réfléchit à l'université comme réseau de connaissances à l'ère du numérique. Ensuite, on réfléchissait à comment le numérique influence et l'intelligence artificielle influence l'agenda de recherche ou les capacités de recherche des universités. Là, il y a des points vraiment intéressants. Ensuite, comment ces nouvelles technologies, en fait, changent ou devraient changer les responsabilités en matière d'éducation des universités. Donc, comment non seulement on peut intégrer l'IA dans l'éducation, la formation à l'université, mais aussi quel genre de formation on doit donner pour permettre d'avoir une compréhension, un esprit critique sur ces nouvelles technologies. Et ensuite, le 4e volet, c'était les universités comme utilisatrices elles-mêmes de l'intelligence artificielle dans différents domaines, mais on le voit, les universités, par exemple, certaines universités à travers le monde l'utilisent pour leur processus d'admission, l'évaluation des professeurs. Donc, comme utilisatrice d'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'institution? On a eu différents apprentissages clés dans ce rapport. J'en discute quelques-uns, mais il y en a vraiment plusieurs. Tout d'abord, il y a vraiment un besoin, une opportunité de collaborer de façon transsectorielle et interdisciplinaire. Et là, c'est encore une fois de connecter cet atout fort des universités, de développer des connaissances en sciences humaines et sociales pour maximiser les effets positifs de l'intelligence artificielle, pour contrer aussi ses effets négatifs. C'est des connaissances en droit, en psychologie, en philosophie, en administration, en sociologie, relations industrielles et autres qui permettent en fait aux organisations publiques et privées de lancer de nouveaux modèles d'affaires et des développements basés sur l'exploitation de l'intelligence artificielle et aussi d'en faire une utilisation efficace et socialement responsable. Donc, d'être capable de connecter les développements techniques de l'IA, mais avec ces grandes ambitions, ces grandes réflexions aussi des sciences sociales et humaines est extrêmement important. Ceci dit, je vais y revenir dans un instant. On en parle souvent, l'interdisciplinarité, ça demeure un défi réel auquel je suis confrontée dans mon quotidien, mais que les universités aussi, ils y sont confrontés à cet enjeu.
Ensuite, on a un besoin, une opportunité de transformer les pratiques de recherche au sein des universités. Ça, c'est un autre apprentissage clé. Puis ça, je voudrais en parler un peu. Mais avant de le faire, je veux juste vous dire que quand on a commencé cette réflexion-là, pour moi, il y avait une posture de base qui était que l'université doit s'adapter. L'immobilisme n'était pas une option pour moi. Je me disais, on va pas laisser le bateau aller puis juste se dire tout va bien. Donc, c'est vraiment aussi dans cette idée que il y a une vague de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle. L'université est une institution importante à plusieurs égards dans cette vague et elle doit jouer un rôle actif et proactif pour vraiment évoluer. Sinon, il y a un risque réel, je pense, pour l'institution comme telle dans son avenir et sa pertinence. Donc, voilà, ça, c'est le grand postulat. Sur les pratiques de recherche, il y a plusieurs choses qui changent on a réalisé en se promenant à travers le monde quand on faisait ce rapport-là, puis en parlant à plusieurs universités, c'est que il y a plusieurs, je dirais, standards habituels ou garanties habituelles que le domaine, que les universités se donnaient pour contrôler la recherche qui s'appliquaient pas toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a vu un manque d'expertise, entre autres, dans les comités d'éthique pour évaluer les projets de recherche en intelligence artificielle. On l'a vu au début de la pandémie. Moi, j'étais énormément sollicitée parce qu'évidemment, on voulait utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider dans la pandémie, combattre un problème d'envergure avec des moyens de haute technologie, ce qu'on a, comme le disait le conférencier précédent, pas tout à fait réussi encore. Et bref, il y avait une volonté de les utiliser, donc des besoins d'approbation éthique, et on avait un manque d'expertise assez flagrant, une capacité de trouver des gens qui pouvaient évaluer et comprendre, en fait, l'intelligence artificielle a été un enjeu. Donc, ça, l'expertise. Ensuite, la capacité d'obtenir du consentement dans des données massives comme ça, avec l'accès à l'Internet, les modèles de consentement standards ne fonctionnent pas toujours. Et aussi, c'est que l'université a toujours utilisé des données provenant de différents secteurs. Absolument, elle est une grande productrice de ses propres données qu'elle utilisait pour faire de la recherche. Mais avec l'intelligence artificielle, on dépend de plus en plus, et même majoritairement, de données qui proviennent souvent des entreprises. Donc, cette relation-là en dépendance plus grande envers les données pour faire de la recherche crée des nouvelles relations entre le secteur privé et le secteur public. Comme je le disais, c'est pas nouveau qu'on travaille avec le privé, mais là, il y a une dépendance très forte qui, en faisant nos recherches, on a réalisé que les chercheurs étaient peu outillés, en fait, pour gérer cette nouvelle relation, finalement, avec le secteur privé, faire de la recherche avec des données du privé, mais garder aussi un certain contrôle sur la diffusion des connaissances, la liberté académique. Donc, ce besoin entre universités de s'organiser pour se donner des outils adéquats pour travailler avec le secteur privé dans le domaine de l'intelligence artificielle est un enjeu important. Aussi, un besoin, une responsabilité pour les universités de former la relève qui est adaptée, résiliente et dotée d'une conscience éthique est essentielle. On le voit même dans le domaine de la santé, les professionnels de la santé sortent de l'université et ont une très faible littératie numérique. Il y a d'autres opportunités lorsqu'ils sont en pratique de se former, mais l'université manque une occasion, vraiment une opportunité de non seulement former ses futurs professionnels de la santé, mais tous les gens qui développent l'intelligence artificielle, les sensibiliser aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. On ne devrait jamais manquer une opportunité de sensibiliser les différents acteurs qui sortent de l'université, les différents étudiants, peu importe les domaines, aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Ça peut être très efficace comme autorégulation, moyenne autorégulation par la suite. Donc ça, c'est une chose importante. Là, je ne sais plus trop comment j'en suis pour le temps. On arrive au bout de ton temps, Catherine. Écoute, ça passe tellement vite. Ça va vite, hein? Quand on gère un PowerPoint au début qui ne marche pas, c'est sûr que ça... Cela dit. Donc, il y avait différentes recommandations dans ce rapport. Je l'ai mentionné de mettre des stratégies de formation qui sont adaptées à cette réalité de l'intelligence artificielle, avec notamment les gens qui développent l'intelligence artificielle. Et ça, je vais juste revenir rapidement avant de passer sur le défi de l'interdisciplinarité. Donc,
la magie opérera pas toute seule. C'est ça que je veux dire. Les universités doivent vraiment jouer un rôle très intentionnel et actif pour favoriser l'interdisciplinarité. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a vraiment des défis, là, particulièrement en sciences humaines et techniques de l'IA. Probablement, les sciences informatiques s'intéressent beaucoup au quoi, au quand et à la vitesse et l'impact réel immédiat, alors que les sciences humaines et sociales sont plus dans le pourquoi, les vies explicatives et le long terme. Donc, juste d'arrimer ces visions-là, c'est vraiment un défi. Puis, comme je disais, il n'y a pas de solution rapide, mais il y a un leadership important des universités, d'avoir une trajectoire éducative qu'ils favorisent. Les organismes subventionnaires aussi peuvent encourager finalement ce développement de l'interdisciplinarité. Il peut y avoir une des façons les plus efficaces, c'est de former les gens de différentes disciplines ensemble lors d'un même cours. Par exemple, sur les enjeux éthiques de l'IA, s'ils sont formés ensemble, c'est un moyen très efficace. Donc, de favoriser aussi des cohortes comme ça. Dans le milieu de la santé aussi, je terminerai là-dessus plus particulièrement ce que ça peut vouloir dire, nos recherches. Donc, on a parlé de l'importance de former les professionnels de la santé, du rôle des universités à cet égard-là, mais aussi de développer des partenariats plus efficaces entre les universités et les milieux de pratique, les hôpitaux, les utilisateurs dans le milieu de la santé, parce que un des enjeux en ce moment dans le domaine de la santé, c'est que, puis plus largement en IA, c'est qu'il y a beaucoup de développement de l'IA, mais la pénétration réelle dans les milieux n'est pas à la hauteur de ce qu'on développe. Puis, il y a différents facteurs qui expliquent ça, mais un des facteurs, c'est ce manque de connaissance finalement de la réalité du terrain, des besoins des acteurs, des besoins très pratiques, très concrets. Finalement, on développe des outils d'intelligence artificielle hyper sophistiqués. Puis là, les médecins vont vous dire, mais moi, je toucherai pas à l'ordinateur parce que ça va me demander de laver 4 fois plus mes mains. Donc, c'est mon infirmière qui va le faire ou mon infirmier. Et donc, il faudrait que ça soit plus adapté à sa réalité. C'est un exemple concret qu'on a eu récemment, mais il y en a plein d'autres. Donc, cette capacité d'anticiper finalement la réalité des milieux va aider à développer l'intelligence artificielle plus pertinente. Et ça, les universités peuvent jouer un rôle. Peut-être en conclusion, Catherine. Autre chose, mais j'ai comme fini mon temps, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Oh ben merci Catherine. Puis tu sais, j'ai vu moi aussi au début de l'arrivée de l'intelligence artificielle beaucoup de gens formés en sciences informatiques qui n'avaient jamais été exposés à des notions d'éthique de la recherche ou d'éthique comme telle et qui arrivaient effectivement avec certaines choses. Donc le point que tu faisais sur l'importance de bien mobiliser les sciences humaines et sociales, de faire ce maillage-là même au sein de l'université, que tout le monde soit exposé à des concepts, notamment d'éthique, ou du moins de développement responsable de l'IA. Je pense que c'est extrêmement important. Merci beaucoup de cette contribution. Sans plus tarder, on va passer à l'intervenant. Est-ce que je peux dire juste une petite chose? D'abord, j'ai trouvé que tu as soulevé plein de points super intéressants. Je veux juste nommer des affaires qui m'apparaissent aussi, qui peuvent être compliquées parfois, là, avec le rapport avec le privé, les brevets, les conflits d'intérêts. C'est un très vaste paysage que tu as brossé, c'est super bon. Alors, Mylène, je te retourne la parole. Oui, il y a un leadership à prendre pour les universités, c'est ce qu'on retient, là. Il y a vraiment un leadership à prendre. Donc, merci beaucoup.